il aurait pu être moins martial et plus précis. Il aurait pu être moins martial, plus précis et également plus porteur d'avenir. Parce que le sujet politique aujourd'hui, au-delà de la gestion de la crise actuelle qui est majeure, c'est aussi d'ouvrir des horizons sur ce qu'on fait après. Alors, il a esquissé ce sujet-là à la fin de son discours, mais on s'attendait peut-être à un peu plus d'horizons ouverts par ce président de la République. Enfin, la dernière chose, moi, qui m'a beaucoup choqué hier soir, je me suis demandé où était passé le Premier ministre, puisqu'on est passé directement du président de la République au ministre de l'Intérieur, qui est fidèle. On avait l'impression qu'en fait, effectivement, il y avait le discours martial du président de la République et le mode d'emploi du confinement donné par son ministre de l'Intérieur. Entre les deux, on n'a plus vu le Premier ministre, qui avait quand même été lui, qui avait ouvert la première page de cette histoire samedi soir. Donc, on sent, non pas que ça flotte, mais qu'en termes de communication gouvernementale, il y a des choses et il y a des réglages en cours et on se dit qu'on pourrait s'épargner ces réglages. Voilà, à minima. Alors, Senamou ? Non, mais moi, je suis plutôt partisan de ne pas trop critiquer en fait l'intervention du président de la République hier, que j'estime plus ou moins à la hauteur de la gravité. Après, il y a toujours la forme, il y a toujours un peu certaines contradictions et certaines questions techniques qui restent à soulever, parce que moi-même, étant chef d'entreprise et ayant des chauffeurs sur la route, je me pose énormément de questions quant à la valeur des attestations qui vont être fournies pour pouvoir se déplacer en tant que simple citoyen ou en tant que responsable d'entreprise. Donc il y a tout l'aspect technique, je pense, qui est très très mal maîtrisé. En revanche, je pense qu'une remise au clair telle qu'il a été fait hier par le président de la République était nécessaire. Les gens ont ce week-end dernier continué à vivre comme si rien ne s'était passé parce que ils estimaient que la chose n'était pas perceptible. Et je pense qu'il n'a pas utilisé le mot confinement, voyez-vous, parce que le confinement a été utilisé pour toutes les fake news qui ont été propagées sur les réseaux sociaux, Twitter, Snapchat et j'en passe. Donc je pense que le président de la République, ce qu'il n'a pas voulu faire, c'est reprendre des éléments de langage de gens qui ont propagé des fake news, parce qu'il y aurait pu avoir des confusions en réalité dans la tête des gens, parce qu'en fait c'est toujours... Oui, moi j'ai reçu plein de messages de gens me disant « T'as compris quoi ? Qu'est-ce que vous avez compris ? C'est confinement, pas confinement ?» Il y avait il y a eu un peu de flottement après ce discours où les gens se disent on est confiné, on n'est pas confiné. C'était pas très clair. Parler de jogging, parler de faire du sport. Je pense, Valérie, que c'est pour ça qu'il y a eu tout de suite après l'intervention du ministre de l'Intérieur, qui lui a recalé les choses en expliquant bien quelles ont peut-être les mesures, le déploiement de la police sur le territoire, les restrictions dans le déplacement, etc. Je pense qu'on l'a tous. Enfin, je pense qu'ils se sont répartis les rôles en réalité entre le président de la République, le Premier ministre et Christophe Castaner, et qu'ils l'ont fait en fonction des prérogatives de chacun. C'est pour ça que le Premier ministre n'est pas intervenu, parce que la logique voulait que le chef de la police et que celui qui est quelque part en charge de la restriction des libertés, d'une certaine manière, c'est le ministre de l'Intérieur, parce que c'est lui qui va répartir les forces de l'ordre. Donc c'était normal que ce soit lui qui prenne la parole et qui explique, en tout cas techniquement, comment est-ce qu'il allait déployer la police et comment est-ce qu'on allait... Après, il y a une chose, c'est vrai, que j'ai pas compris, c'est l'argent, les 300 milliards qui ont été débloqués en réalité en urgence, sur la base de quoi nous, chefs d'entreprise, on va pouvoir aller auprès des services et revendiquer quoi ou comment. Et cette fameuse système des attestations, j'ai reçu moi-même un PDF sur mon téléphone en expliquant que c'était ce PDF-là qu'il fallait signer, imprimer, signer et présenter aux forces de l'ordre dans nos déplacements. Sauf que moi, qu'est-ce que je fais ? J'en fais un pour chacun de mes employés, je m'en fais un pour le travail et un pour mes déplacements privés. Je comprends pas en fait, l'utilisation de ces attestations. Pas très clair. Georges Kuzmanovic ? Eh bien, écoutez, si effectivement on est en guerre, elle se présente comme la guerre de 1870, donc au bord d'une catastrophe, puisque moi je fais partie de ceux qui critiquent radicalement et depuis longtemps le président de la République, en particulier sur cette crise, parce qu'on voit bien que c'est bien l'inefficacité de l'action gouvernementale qui crée toutes les incompréhensions auprès des Français. Faut-il quand même rappeler que le 7 mars, c'est-à-dire il y a 10 jours, le président de la République sortait avec Madame Macron pour dire mais il faut absolument aller au théâtre pour soutenir l'économie. Le 12 mars, c'était il n'y a pas longtemps, le 12 mars, c'est il y a 5 jours, il fait son discours. Le premier discours présidentiel, où il reste quand même assez vague sur ce qu'il faut faire ou pas faire. 2 jours après, le 14 mars, c'est-à-dire il y a 3 jours, le Premier ministre dit mais si, sortez, allez voter. Ce qui est quand même... Et 2 jours après, on nous annonce qu'à partir de midi, donc aujourd'hui, on va avoir un confinement total du pays. On voit bien que, alors que toutes les informations étaient là, venant de Chine, venant d'Italie, venant d'Iran,
ou venant, pour ceux qui, là où ça ne marchait pas, ou là où ça marchait, Taïwan et la Corée du Sud, l'endiguement, on a un gouvernement qui court, qui a un wagon de retard en permanence, qui court derrière le coronavirus et qui semble parfaitement inadapté à la situation. Alors c'est facile d'intervenir a posteriori aussi, c'est-à-dire je suis pas loin de partager ce que vous dites parce que c'est un petit peu ce que nous disait notre épidémiologiste tout à l'heure et ce que disait le professeur Côme de la pitié, c'est-à-dire déjà il y a plus de 10 jours où il alertait en disant la situation est grave, mais c'est vrai que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément vrai demain et que c'était pas forcément évident d'anticiper. C'est un peu pour équilibrer. Je sais pas ce que les uns les autres vous en pensez. Oui, Nicolas. Valérie, si je peux me permettre. Oui, Valérie, alors attendez, Georges voulait terminer. Georges Kuzmanovic. Oui, juste si je peux me permettre, on est peut-être une chance incroyable à République souveraine, mais nous avons fixé la situation depuis un bout de temps, on n'est pas les seuls, un grand nombre de médecins l'ont fait, ou les épidémiologistes d'Harvard ou de Johns Hopkins, tous ceux qui ont suivi en détail ce qu'il se passe, et j'imagine que la personne la mieux informée en France doit être le président et ses services, nous avions cette information. Tous les gens qui suivaient sérieusement ce dossier avaient l'information. C'est très très étonnant qu'ils ne l'aient pas eu. Ouais, moi, je voudrais alors Nicolas Corato. Parce que très franchement, on sait tous, on a tous très mal anticipé. D'abord, on n'est pas des spécialistes du suivi des épidémies. On essaye très civiquement de faire ce qu'on doit faire dans notre secteur. Moi, je retiens quand même que, effectivement, depuis plusieurs semaines, le gouvernement nous explique que ces choix sont dictés par un comité scientifique, non pas obscur, parce qu'on peut trouver sa composition sur le site du gouvernement, mais dont les gens ne s'expriment pas nécessairement dans les médias. Donc, on a eu tous l'impression qu'il y avait effectivement du retard à l'allumage, mais que ce retard à l'allumage, il n'était pas que français. Quand on regarde la situation ailleurs en Europe... Justement, on aurait peut-être pu prendre exemple sur l'Italie ou sur des pays qui nous prévenaient déjà depuis 15 jours en disant « Attention, ce qui se passe chez nous va vous arriver ». Vous avez raison Valérie, mais il y a 15 jours, on aurait dit aux Français on va se mettre en confinement comme les Italiens, qui sont nécessairement des gens moins civilisés que nous, parce qu'on a une forme d'arrogance quand même en France quand on regarde les autres. Vous imaginez les réactions, et moi je me souviens qu'il y a 15 jours, tout le monde était plutôt sur la logique, c'est pas si grave que ça, on va quand même pas arrêter le pays pour si peu. Bon, mais il se trouve qu'on a le droit de se tromper collectivement et que nos dirigeants ne sont pas très différents de leurs citoyens. Ils ont une responsabilité qui est différente. Ils ont effectivement une responsabilité, mais je dirais que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. On fera ce compte-là, on fera ce bilan-là après la sortie de crise. Et il y aura peut-être une sanction politique. Là, aujourd'hui, franchement, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer de président? On va changer de gouvernement? C'est quoi l'histoire? On arrête Non, mais je suis d'accord. Mais là, je viens de recevoir à l'instant une photo d'un marché à Toulouse. Je suis absolument sidérée. Mais sidéré. Il y a 200 personnes qui sont massées dans une rue, qui font la queue Enfin, je ne comprends pas. Je veux dire, le message du président n'est pas passé. Les gens sont dans la rue. J'apprends aussi à l'instant qu'il y a eu des pillages à Trappes, et ça ne fait a priori que commencer. Pillage de supermarchés, prise à partie des fonctionnaires de police. C'était à Trappes, un groupe de pillards a attaqué une supérette de quartier hier. Une quinzaine d'individus qui ont, par la suite, s'en sont prises aux forces de l'ordre. Les voleurs sont entrés. Enfin, on est. Alors, on vous écoute. Oui, voilà. Qui veut parler? Eric? Moi, Eric, je crois que de fait, on va vivre un monde et on va rentrer probablement plus vite qu'on ne croit d'ailleurs dans un monde où l'autorité de l'État ne se présentera plus du tout comme avant. Et je pense, en effet, ma conviction intime est que ce qui bouillonne depuis plusieurs années en France va exploser à l'occasion de cette crise sanitaire, c'est-à-dire une contestation fondamentale, essentielle de l'ordre collectif. Ça, j'en suis persuadé. Mais maintenant, il faut reposer, je crois, pour répondre à ce que vous disiez sur la stratégie du gouvernement et le retard à l'allumage. Il faut admettre, mais on fera les comptes plus tard, comme l'a dit très bien Nicolas Corato, il faut admettre qu'on a eu la stratégie de l'immunité collective. C'est-à-dire qu'on s'est dit, si 60% de la population était contaminée, il n'y aurait plus d'épidémie. Ce qui est la théorie des Anglais, c'est ça? Ce qui est la théorie des Anglais qu'on a un peu appliquée. Je vais finir juste, et aujourd'hui, le sujet, il est très simple, c'est est-ce qu'on endosse, si on ne fait rien contre l'épidémie,
on sait que ça fait à peu près 500 000 morts en France, puisque le taux de létalité du virus est à peu près de cette ampleur-là. Et aujourd'hui, ce que le gouvernement a pris du temps à admettre, c'est que socialement, on ne pouvait pas endosser une stratégie qui préservait l'activité économique au détriment de 500 000 vies dans le pays. Et ce choix-là, il a fallu plusieurs jours pour le faire. Et aujourd'hui, je crois qu'on est rentré dans une stratégie où nous survivrons massivement. Il y aura beaucoup moins de morts que 500 000. Mais nous serons tous pauvres dans 3 mois et nous mettrons des années à nous en remettre. Oui, ça va être économiquement très dur. Mais là, pour l'instant, le confinement, visiblement, n'est pas respecté. Qui veut intervenir ? Juste la stratégie. Oui, la stratégie. Georges Kuzmanovic. La stratégie d'immunité collective, c'est une stratégie qui, entre guillemets, stratégie qui a été choisie par la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, mais plutôt pour justifier une non-réaction. Et on voit bien que, aussi bien en Allemagne qu'en France et maintenant en Grande-Bretagne, puisque visiblement Boris Johnson également s'est réveillé, que c'est une stratégie totalement suicidaire. Comme ça a été dit, c'est une stratégie qui conduit à une saturation massive et rapide des hôpitaux et donc à une surmortalité. Donc bien évidemment, la seule stratégie possible, et encore une fois, c'était visible si on s'intéressait à ce qui se passait ailleurs, je pense à Taïwan, à Singapour, en Corée du Sud, où là-bas, le gouvernement a choisi de faire des tests massifs, contrairement à la France. La Corée du Sud n'a que 51 millions d'habitants, nous 68, il faisait 20 000 tests par jour, nous à peine 1 millier. Soi-disant que ça ne serait pas nécessaire, ça ne serait nécessaire que dans les cas graves. Mais non, c'est encore une fois, c'est une justification ex post d'une impréparation totale. Et quant à ce comité scientifique, il faut quand même rappeler que ce qu'a dit le professeur Jean-Philippe Derennes, pneumologue à la Pitié-Salpêtrière. Il dit qu'il n'y a aucun spécialiste des maladies pulmonaires dans le conseil scientifique en charge de surveiller cette épidémie. Aucun. C'est insensé. Alors, je pense qu'il y a sûrement des épidémiologistes, mais ce que me disait aussi un autre médecin, c'est que souvent, qui a un peu l'habitude du pouvoir, on va dire, et il dit, en fait, le conseil médical donne un avis, mais qui souvent correspond un petit peu à ce que le gouvernement a envie d'entendre. Enfin, je vais sûrement me mettre des médecins à dos s'ils entendent ça, mais ils ont un avis qu'ils donnent, et après, c'est au pouvoir d'interpréter ce que leur dit ce conseil médical et de prendre des décisions politiques. Justement, là, c'est inacceptable. C'est inacceptable cette histoire parce que on voit depuis le soir des élections qu'on a quand même des représentants de la République en marche, des députés, des ministres, qui font une défausse permanente, un manque de courage total sur des scientifiques, sur les médecins. C'est de l'irresponsabilité. Ce sont des gens qui ont choisi. Je suis désolé, jeudi, un grand nombre de médecins disaient qu'il ne faut pas que les élections se tiennent. C'est bien la décision politique. On ne peut pas être gouverner impunément. C'est-à-dire que ce gouvernement prend des décisions, il faut au moins qu'il les assume et pas 2 jours après avoir pris une décision se défausser sur les médecins. Enfin, c'est parfaitement ridicule. Hassan Amou, vous voulez réagir ? Non, mais sur l'élection municipale, en réalité, c'est là où il y a le grand flou. En même temps, on se rend bien compte qu'il est difficile, en fait, la décision finale, elle appartient au président de la République avec les assemblées. Et je pense que c'est elles qui ont pris cette décision communément et qui ont dit voilà, le premier tour aura lieu. Alors après, Gérard Larcher et d'autres ont dit qu'ils n'avaient jamais dit au président de la République que le premier tour devait avoir lieu. Mais le véritable loupé, c'est ça, parce qu'on le voit bien dans les résultats. Elles ne traduisent pas une participation massive. Au contraire, par rapport à 2014, ça a permis à des petites listes de faire des scores qui n'auraient sans doute pas eu à atteindre si l'élection avait été faite dans des conditions normales. Donc le scrutin est aujourd'hui complètement faussé du point de vue de la démocratie. Et c'est là où on a du mal à comprendre le président de la République. Parce que par contre, sur ce moment-là, il aurait dû en réalité déclarer que l'élection était reportée de quelques mois plutôt que de vouloir à tout prix tenir le premier tour. Ça c'était une bêtise parce que on peut pas expliquer aux gens qui sont de ne pas se réunir, de ne pas être ensemble. Et c'est là où il y a eu le non-sens aussi. Si on a eu ces images dimanche après-midi de gens qui étaient sur les quais de Seine ou dans des parcs et jardins en train de se la couler douce sous le soleil, c'est peut-être aussi parce qu'ils comprenaient pas le message de vous pouvez aller voter, mais vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Le discours n'a pas été assez ferme. Sur ce point, il faut quand même dire qu'on a autorisé les rassemblements jusqu'à 100 personnes jusqu'à hier soir. Et donc,
on ne pouvait pas dire raisonnablement, vous avez le droit de vous rassembler jusqu'à 100 personnes, mais vous n'avez pas le droit d'aller dans les parcs faire un pique-nique avec vos copains. Ouais. Et là, il y a une incohérence dans le discours. Je voudrais quand même faire une précision sur les élections municipales. Oui, c'est Hassen Amou qui parle ? Non, Nicolas Corato, pardon. Oui. Et oui, effectivement, le choix ultime a été fait par le président de la République et le Premier ministre de maintenir ce premier tour des élections municipales. Mais il faut rappeler, et on s'en rappellera quand il s'agira de faire les comptes, que la quasi-unanimité de la classe politique a accepté ce choix et l'a endossé. Ils ont été consultés et ils s'étaient déjà prononcés en disant qu'il était hors de question d'annuler le premier tour des municipales. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité collective de la classe politique qui a fait passer leur campagne, parce que les gens ont fait campagne, je veux dire, de tous ordres, de toutes orientations. Il y a eu du tractage sur les marchés la semaine dernière, jusqu'à vendredi. Toutes ces équipes de campagne, tous les partis politiques ont pris et ont endossé la responsabilité de maintenir les élections municipales. Ça ne diminue pas la responsabilité de l'équipe. Il a raison. Mais en plus, il faut se dire que tout le monde était d'accord pour ça. Et surtout que ceux qui ne voulaient pas participer au scrutin auraient pu, et Mélenchon n'est pas son premier coup d'éclat et d'autres aussi, dire voilà, nous comment on appelle ça, nos bulletins de vote ne seraient pas dans les bureaux de vote parce que on estime que les conditions ne sont pas réunies pour envoyer nos électeurs dans ces bureaux-là. Donc il est vrai que je pense que une grande majorité de la classe politique ont voulu que le scrutin se tienne parce que sinon on les connaît, certains auraient pris les dispositions et auraient donné des consignes contre la parole du président de la République pour ne pas se faire déplacer leurs électeurs. Et ça n'a pas été le cas. Donc d'une certaine manière, tout le monde est plus ou moins complice du scrutin qui s'est tenu dimanche. Alors, Vincent pose une question, effectivement, M. Estrosi qui était en campagne le 13 dans un EHPAD et positif le 16. C'est vrai que... mais, cela dit, cette polémique sur Éric Vérac. Je trouve que cette polémique sur l'organisation du premier tour est en effet un peu limite et un peu indécente, puisque dans la pratique, je pense que Macron ne tenait pas spécialement à ce que ce premier tour ait lieu. Je pense que c'est l'opposition qui lui a largement forcé la main. Et aujourd'hui, entendre l'opposition dénoncer un choix qu'elle a beaucoup soutenu, je pense que c'est pas à la hauteur des événements. Et à mon avis, il faut appliquer la doctrine Corato. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Je pense que c'est... Et vous voyez, Valérie, la grosse difficulté aujourd'hui qu'a comme la responsabilité du président de la République, c'est de savoir trancher. Et c'est là où il est confronté à une crise majeure dans notre pays, qui devrait faire preuve un petit peu de poigne et de hauteur de vue, parce que c'est dans ces genres de conditions exceptionnelles qu'on attend un président de la République au-dessus de la mêlée. Et s'il se laisse un peu trop absorber par les conseils des scientifiques, on va dire c'est pas le président qui prend les décisions, c'est les scientifiques. Et si c'est l'opposition politique, on va dire mais c'est l'opposition politique qui fait. Donc c'est très compliqué de tenir le rôle qu'il a aujourd'hui à la tête du pays. Allez, on revient dans un instant avec vos questions, vos témoignages. 0826 300 300. Comment est-ce que vous vous êtes organisé? Qu'est-ce que vous observez autour de vous? On vous attend. On est là avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Il est chez lui. Je ne vais pas tarder à être chez moi également. Nous aurons tous des appareils pour pouvoir continuer à animer l'émission. Tous nos intervenants sont chez eux. Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Hassen Amou, responsable associatif, fondateur du collectif marseillais Trop jeune pour mourir. Et Éric Vérac, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des stratèges. On a en ligne avec nous Diane qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Diane. Bonjour tout le monde. Je vous téléphone parce que là, l'intervention du président hier soir, c'est du n'importe quoi. Ça m'a mis très en colère. Mais avant, je voudrais répondre à ces messieurs qui disaient que Macron était contre le vote et qui s'est laissé influencer. Macron influencé. Mais vous rêvez là. Non, mais vous rêvez, vous me faites rigoler là. Macron influencé. Mais si ça se serait déjà depuis 2 ans et demi s'il est influençable, il ne l'est pas du tout. Ça l'arrangeait. Et ça l'arrange de rejeter la faute sur les autres. C'est tout. C'est lui qui a dit oui. C'est personne d'autre. Et après maintenant, c'est l'intervention de hier soir quand il a parlé. Il va mettre des milliers de gens dans la précarité. Quand il dit qu'il reporte l'eau, l'électricité, les charges. Mais c'est reporté. Ce n'est pas annulé. Donc vous vous rendez compte que les gens déjà qui sont dans la précarité à
payés tous les mois vont avoir des charges supplémentaires, même si c'est arrangé par mois, ça va leur faire des sous supplémentaires tous les mois, mais ils vont être dans la panade, ces gens-là. C'est pas reporté, c'est annulé qu'il fallait qu'il fasse. Il va mettre des milliers de gens, des milliers de gens qui sont là dans la panade. C'est-à-dire, je comprends pas ce que vous pensez qu'on n'aurait pas dû confiner les gens ? Mais confiner, oui, tout à fait. Mais attendez, mais c'est pas quand on devait donner une aspirine, quand on descendait des avions, qu'il fallait le faire là. Il fallait pas donner des aspirines. Et tous ces intervenants qui sont venus à la télé, tous ces experts qui ne savaient pas, qui se sont foutus de la Chine quand ils le disaient, et qui se sont disant des experts, et qui ne sont pas tenus parce qu'ils de la Chine, ceux qui disaient que c'était pas vrai, que c'était une grippe. Mais moi, ces experts-là, vous m'excusez, maintenant ils viennent nous dire que c'est important. Mais cachez-vous. Ouais. Non, mais il y en a plusieurs quand même, dont le professeur Combe, qui ont tout de suite dit que c'était un virus extrêmement grave et contagieux. Quand la ministre a fait descendre des avions, des charters qui les ont mis en quarantaine et qui laissaient les avions atterrir qui revenaient de l'autre côté, que ça n'était pas en quarantaine, c'était pas se foutre de nous. Ouais. Alors, c'est contradictoire, tout était contradictoire dans ce qu'ils ont fait, tout. Et les experts, quand ils nous ont dit, oh, mais c'est une grande grippe. Mais maintenant, parce qu'on sait que les jeunes sont touchés, tant que c'était des vieux, c'était pas un problème. Maintenant qu'on sait que c'est des jeunes qui sont touchés, il faut mettre en quarantaine. Mais bien sûr qu'il fallait les mettre en quarantaine, mais dès le début. Ouais, vous trouvez que ça n'a pas été assez radical et que ça aurait dû être beaucoup plus rapide? Plus que ce qu'ils ont fait. Ouais. Et les masques, ils nous disent que les masques c'est pas normal. C'est ceux qui sont qui ont le virus. Mais si on les a, ça, comme il y en a un intervenant qui vous a dit, c'est 90% si on en a deux. Oui. Alors, vous voulez réagir à ce que vient de dire Éric Vérac? Oui, parce que j'entends bien on a eu l'illusion, et ça fait au moins 20-25 ans en France qu'on vit dans l'illusion qu'on peut être protégé de tout et que le modèle français est insubmersible et éternel et que plus le temps ira, moins on sera exposé au risque. Et je crois qu'il y a dans la crise du coronavirus probablement des fautes de commandement. Moi, je pense que c'est pas le moment d'épiloguer sur le sujet. Non, c'est pas le moment. Je pense que au fond, on s'apercevra dans 6 mois que tout ça n'était rien par rapport à une réalité bien plus forte. Comment ça, tout ça n'était rien? Si on a des milliers de morts, vous pouvez pas dire une chose comme ça. Que les erreurs éventuelles de l'un ou l'autre n'étaient rien par rapport à quelque chose de bien plus fort. De beaucoup plus. Nous ne pouvons pas nous prémunir contre le risque. Et en réalité, l'espèce humaine, elle est exposée à une multitude de risques, ceux qu'elle crée elle-même et ceux que la nature crée. Et aujourd'hui, on est face à un risque et Macron ou je ne sais pas qui, quoi qu'il arrive, l'épidémie aurait eu lieu et quoi qu'il arrive, on aurait dû prendre des mesures de confinement. Oui, mais donc vous pouvez pas dire quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est pas quoi qu'il arrive. On pouvait, vous dites deux choses différentes dans la phrase. À la marge, on aurait dû éventuellement améliorer. Juste signaler parce qu'il y a des choses le problème reste. Le problème reste juste sur le fond et ça rappelle peut-être des heures beaucoup plus sombres de notre histoire. Je vois des abrutis, des connards, qui sont en train de dealer des masques. C'est des images à Lyon où au lieu de dealer du shit, maintenant on va dealer des masques. C'est une honte absolue. Donc oui, c'est bien la guerre, effectivement, avec du marché noir. Oui, du marché noir. C'est le marché noir. Bon, allez-y, pardon, je vous ai interrompu. Nicolas, vous vouliez intervenir? Oui, peut-être deux choses. D'abord, je suis d'accord avec Éric, je reviens sur le sujet. Le problème aujourd'hui, c'est une épidémie qui est comparable et qui peut-être est moindre que d'autres qu'a connu le pays dans les 100 dernières années. On parle beaucoup de la grippe de l'après-mai 68, on parle beaucoup de la grippe espagnole d'après la guerre 14-18, et finalement, ce qui a changé, c'est notre incapacité à soutenir et à endosser la responsabilité d'un nombre de morts très important. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est dans une période de crise et qu'on est confiné. Parce qu'effectivement, on pourrait très bien se dire que tous les 20 ans, tous les 30 ans, il y a une épidémie qui laisse sur le carreau 500 000 morts. Ça s'est fait dans les décennies passées et ça ne posait pas les problèmes politiques que ça pose aujourd'hui. Et moi, je trouve que c'est un bienfait. On pense que la vie humaine, effectivement, a une valeur inestimée, inestimable, et qu'il faut tout faire politiquement, et civilement, et militairement, et sanitairement pour la protéger. C'est ça qui a changé aussi dans ce monde, c'est qu'on n'accepte plus, d'une certaine manière,
la mort naturelle et qu'il faut faire tout et qu'un État moderne se distingue par sa capacité à sauvegarder la santé et à préserver ses habitants. Oui, absolument. Et donc on en est là Georges Kuzmanovic. C'est plus exceptionnel que ça. Alors moi je suis entièrement en accord avec l'auditrice Diane sur ce qu'elle a dit. Je suis en désaccord complet avec Eric. Ouais. Oui, on a un modèle français excellent et c'est ça la civilisation, c'est de se préparer au risque, quel qu'il soit. Prépare la guerre pour avoir la paix. Mais en santé, c'est pareil. Or, force est de constater que depuis quelques 15-16 ans, nos différents gouvernements détruisent l'hôpital. Quand même. Et ça fait bien 1 an qu'il y a une grève des urgences. Oui, absolument, c'est ce que j'ai dit en début d'émission. Oui, non, bien sûr, mais je préfère répéter parce que quand j'entends ce que dit Eric, moi ça me choque assez. On a quand même depuis 2013 17 500 lits qui ont été fermés, alors qu'on était déjà en manque. On a 1 an de grève, on a des infirmiers, des personnels soignants qui se suicident parce qu'ils ont des conditions de travail pas possibles. Donc ce que ça va marquer après, parce que quand même là on a eu un revirement aussi génial du président de la République qui dit qu'il y a des biens qui ne peuvent pas dépendre des lois du marché. Mais c'était tout le contraire de ce qu'il disait 1 mois avant. Donc oui, effectivement, l'hôpital doit être financé, la santé des Français doit être financée. Et Diane disait très bien, ces mesures, on ne comprend pas ce que c'est. À l'époque, en 2008, quand les banques ont fait faillite, non pas parce qu'il y avait un vrai virus qui posait problème, mais parce qu'ils ont trop joué au casino, mais on a tout de suite trouvé 360 milliards. Et puis on a réinvesti après. Au total, c'est 1459 milliards qui ont été déversés en 10 ans sur les banques pour les sauver. On doit quand même bien faire quelque chose, potentiellement pour la santé des Français. Ouais. Et je suis entièrement aussi en accord avec elle quand elle dit, Macron, qui puisse être considéré manquer de fermeté, mais c'est une blague. On le comparait à Jupiter. Il me semble que la répression des Gilets jaunes a été très très rude. Il me semble qu'il y a peu de temps, il a fait un 49-3 alors qu'il a une majorité à l'Assemblée nationale. Quand même, et il faut savoir ce que ça implique, c'est-à-dire annuler les élections. Ça peut se faire extrêmement rapidement. Soit on déclenche l'article 16, soit on fait une conférence des présidents. Si, on peut faire un format exceptionnel. Oui, non, d'accord, mais on ne va pas revenir là sur les élections. Si vous me permettez quand même de répondre. Alors, Eric, oui, vous êtes interpellé, allez-y. Je suis interpellé. Donc moi, je voudrais dissiper les ambiguïtés. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire pour la santé. Et je ne dis pas qu'il faut s'exposer au risque à tout va. Je dis juste qu'il est complètement démagogique de faire croire aux gens qu'on est capable de vaincre le risque. Et qu'aujourd'hui dire on est capable de mettre en place un système où il n'y aura plus d'épidémie, c'est un mensonge. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Les épidémiologistes vous expliquent quand même que le confinement est une mesure qui... non, mais attendez, Valérie, je ne comprends pas ce que vous dites. Moi, ce que je dis, c'est le confinement, il est nécessaire parce qu'il y a une épidémie. Oui. Et il ne faut pas croire qu'on triplerait le nombre de lits dans les hôpitaux du jour au lendemain, il n'y aurait pas d'épidémie. Et donc, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas... Par contre, il n'y aurait pas de saturation. Moi, j'ai pas de problème. Mais il faut arrêter l'illusion qu'on pourrait inventer un système où la vie serait à l'abri du risque. Ben oui. Mais personne n'a jamais dit ça. Par contre, financer un système de santé où il y ait suffisamment de lits en cas de crise, justement parce qu'on sait qu'il va y en avoir, c'est bien ça le problème. C'est pas. Moi, je veux bien rajouter un mot. Eh bien, écoutez, regardez. Alors, pas tous en même temps. Voilà. Terminé. Regardez un mot sur le nombre de lits. Ouais. Regardez ce qui se passe au Japon, à Taïwan, en Corée du Sud. Regardez le nombre de lits par habitant dont ils disposent et quand est-ce qu'ils ont mis en place les politiques de confinement. Là, vous avez des gouvernements sérieux par rapport à une crise. Et personne n'a dit qu'on pouvait se prémunir à vitam aeternam de danger comme une apparition d'un virus. Ça, c'est arrivé dans l'histoire, ça reviendra. Par contre, il faut un système de santé qui ne dépende pas du marché, avec des médecins, des hôpitaux financés, et bien financés et qui permettent de nous garantir en cas de crise. La crise de l'hôpital, elle est connue, elle est sur la table et le président de la République lui-même a dit hier il faudra tirer toutes les conséquences de ce qui vient de se passer et il a bien répété toutes les conséquences. Moi, j'ai pas envie de repolitiser le débat parce que tu l'as dit tout à l'heure à Valérie, il y a des petits abrutis qui vendent des masques et pour reprendre les termes de Eric un petit peu, moi je suis d'accord avec lui. Je pense qu'on vit un peu parfois sur un îlot où on a l'impression que rien ne peut nous arriver. Certes, on peut construire d'autres hôpitaux, on peut améliorer ce qu'on a, et c'est heureux, il faut le faire parce qu'on part de tellement loin qu'on a besoin de le faire. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on manque de discipline.
On manque clairement de discipline. Et ça, faire l'éducation des gens, c'est pas la responsabilité de l'État. À un moment donné, ça nous arrange bien aussi de trouver des arguments contre le gouvernement, alors que c'est bon, on l'a très bien compris. Le truc, il est très grave. On a des images. On a des médecins aujourd'hui depuis plus d'une semaine maintenant. Je pense que la prise de conscience, en tout cas sur les plateaux, maintenant les gens reviennent sur ce qu'ils avaient dit plus ou moins, et ils nous alertent réellement de ce qui se passe. Et quand on s'informe un petit peu, quand vous avez 35 millions de téléspectateurs hier, je pense qu'une grande majorité des concitoyens aujourd'hui sont alertés, sont au courant. Bah non, quand je vous dis les images de Toulouse que je viens de recevoir, une rue pleine comme un dimanche matin de marché. Non, après le problème, c'est le manque de discipline. C'est que certains, je sais plus sur quelle chaîne j'ai vu ça d'ailleurs. J'ai vu une femme qui faisait des bises à d'autres personnes et en disant, moi, je m'en fous du virus, j'y crois pas. Oui, je suis pas concerné. Théorie du complot et tout, etc. Ces gens-là sont des abrutis et je pense qu'une majorité des gens pensent que c'est de la bêtise. De la même manière que la manière dont on a organisé les chaînes de queue devant les c'est n'importe quoi. C'est de chaos qu'on a vu devant les supermarchés, c'est scandaleux. Ouais. C'est scandaleux. En plus, c'est vraiment, je veux dire, la discipline du peuple, je vais vous dire une chose. Si demain tout le monde allait au Carrefour, on va aller vers de pénuries. De la même manière que si tout le monde se fout et continue à vivre normalement, bien évidemment, on n'aura jamais assez de lits, on n'aura jamais assez de praticiens pour pouvoir aller pallier à la crise. C'est pas possible. C'est pas de dimension humaine. Donc il y a un peu de nous-mêmes à mettre dans cette crise pour essayer, pendant 15 jours plus ou moins, à ne pas sortir, à respecter les règles de confinement et les règles connues de tous, quoi. Ouais. Il y a juste une chose que je voudrais préciser, parce que beaucoup de gens, ça concerne principalement, je pense, les Parisiens qui partent massivement en province et à la campagne. Je voudrais rappeler que le professeur Salomon s'est insurgé en disant que c'était la meilleure manière de répandre le virus, que c'était une très très mauvaise idée, et en particulier pour les gens qui ont plus de 40 ans. Je vous encourage à aller voir, c'est sur Internet. Donc, non, c'est Rémi Salomon, c'est pas le même de la PHP, qui regrette que des milliers de personnes décident de partir. C'est un facteur aggravant de l'épidémie. En plus, vous serez certainement moins soignés parce que les hôpitaux avec moins de possibilités que des hôpitaux parisiens, encore une fois, ça concerne, mais contrairement à ce que vous pensez, vous ne serez pas à l'abri à la campagne. Si vous êtes malade, porteur sain et que vous déclarez la maladie, vous allez contaminer des gens et vous ne pourrez plus être soigné. Donc partir à la campagne est une très mauvaise idée. Voilà. Je voulais réagir là-dessus. Oui. Nicolas Corato. On est en train de noter que Paris s'est vidé instantanément et effectivement que des gens ont pris la responsabilité de partir en famille, en train, dans des trains bondés, voire même sur des autoroutes où on doit s'arrêter. Bref, effectivement, faire des déplacements alors qu'on sait que ces déplacements étaient proscrits et hautement décommandés. Donc il y a un vrai problème de civisme dans ce pays. Encore une fois, notre arrogance de Français est quand même mise à mal. Moi, je note, et c'est pas la première fois, que le peuple italien suit des consignes et le fait avec le talent qui est le sien, avec le courage qui est le sien. On a souvent l'occasion de glorifier le peuple français. Moi, je trouve que, je ne sais pas si les dirigeants du peuple français sont à la hauteur de la crise. Encore une fois, on le saura après. Mais pour l'instant, je trouve que nous ne sommes pas, complètement à la hauteur de cette crise. Et je n'aime pas, moi, qu'on incrimine le peuple quand ces dirigeants ne sont pas à la hauteur. Mais là, manifestement, on a vraiment une insouciance et une inconscience qui, moi, me sidère. Moi, je vis dans un immeuble, je suis le dernier à être présent à Paris, sur une vingtaine d'appartements. Je trouve, et tous les gens sont partis entre hier et ce matin. Et je trouve ça délirant. Ouais, c'est délirant. Sur ce point, Sacha, juste vous citer un auditeur, Sacha, qui nous dit ceux qui parlent des élections, qui ne suivent pas les règles, ceux qui alertent sur tout et sur rien, et ceux qui pensent que c'est de la faute à Macron. Effectivement, la responsabilité individuelle, elle est essentielle et importante. C'est la phrase de Kennedy. Ne vous demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, on en est là, et comme on le disait en début d'émission, on fera les comptes après. Qui voulait intervenir ? Moi, sur les Parisiens quand même, parce que je trouve que vous avez la dent un peu dure sur les Parisiens. Moi, je suis resté, mais je suis dans des conditions matérielles qui me permettent de rester. Moi, je pense aux familles avec deux enfants parfois qui s'entassent dans des 40 mètres carrés et qui ne se sont pas vus confinés pendant 3 semaines dans des si petits endroits et avec interdiction de sortir dans les parcs. Et moi, je peux le comprendre, même si c'est difficile à plaider. Tout le monde à Paris n'est pas dans ce cas-là,
Dès lors qu'on n'a pas fermé les gares, dès lors qu'on n'a pas interdit la circulation, il était à peu près inévitable que des gens se soient dit, moi je ne vais pas rester confiné dans ma cellule de la santé. Si oui, mais enfin, ça renvoie à la responsabilité. Si les médecins vous disent c'est dangereux. Certes, mais entre risquer d'être contaminé et se retrouver confiné pendant 3 semaines dans des endroits où vraiment en état de surpopulation critique, c'est un choix compliqué à faire. Et là-dessus, moi, je suis quand même très balancé vers ceux qui ont une maison de famille, la grand-mère, les grands-parents. C'est le pire, Eric, d'aller... Mais sauf que mettez-vous à la place des parents qui se retrouvent avec leurs 2 gosses, qui se sont dit, on va pas rester enfermés tous là pendant 3 semaines. Oui, si on fait le rapprochement avec la Seconde Guerre mondiale, des gens qui ont vécu dans les caves, il y a un moment à la guerre comme à la guerre. Je veux dire, vous dites allez voir les grands-parents, mais on sait que, les médecins disent l'inverse, Eric, n'allez pas voir les personnes âgées. Vous allez les contaminer. Oui, c'est dur de vivre effectivement dans des petits appartements. C'est compliqué, mais en même temps, vous êtes en train de véhiculer, de propager le virus. C'est ce que disent les médecins. Je peux me permettre. Alors, qui veut intervenir ? Oui, Valérie, si je peux me permettre. Tout le monde est, je crois, d'accord sur le manque de civisme. Mais encore une fois, il faut rappeler qu'il a été, Georges Kuzmanovic, il a été permis. Quand même, je me refuse de dédouaner ce gouvernement. C'est pas possible. Il y a moins de 48 heures, on allait voter dans ce pays. Oui, c'est vrai. Et pour que les gens comprennent que là, tout de suite, en 12 heures après, on change radicalement de paradigme, quand même, faut pas s'étonner qu'il y ait des comportements incohérents. Des comportements incohérents. Et puis, encore une fois, on avait parlé d'immunité collective. Je vous rappelle que le concept d'immunité collective, qui était donc défendu il y a une semaine, c'est que tous les Français tombent malades. Oui. Donc, le virus se répand. Puisque l'idée, c'était que 50 à 70% des Français soient touchés pour qu'on développe une immunité, ce qui est délirant, bien évidemment, mais c'était quand même défendu par le gouvernement. Je ne sais pas si cette théorie-là a été vraiment défendue par le gouvernement. C'est comme un article du Figaro qui le montre, et encore une fois, on ne va pas se dédouaner quand on gouverne. Et puis pour ceux qui pensent que ça va être 15 jours, franchement, encore une fois, il faut regarder ce qui se passe ailleurs. A priori, c'est 6 semaines minimum. Et quand on voit les mauvais comportements ou ce qui va arriver, mais encore une fois, on peut faire le rewind, remonter le temps et regarder ce qui se passe à côté de chez nous, en Italie. Là-bas aussi, vous avez des gens à Turin, Milan qui sont partis, ça a été critiqué parce qu'ils sont partis en catastrophe vers le sud. Et évidemment, ils ont répandu la maladie beaucoup plus rapidement. Mais au bout d'un moment, les Italiens se sont rendus compte quand leurs hôpitaux étaient saturés, on est au bord puisque nous n'avons plus que 2000 lits avec respirateurs. Voilà, on est à 2000 lits de la saturation de cette maladie, sans parler des autres problèmes. Bien sûr, oui, c'est les autres maladies qui effectivement... Donc voilà, effectivement, il y a un manque de civisme. Ces petites crapules là qui vendent des masques qui ont été volés devraient être sanctionnés, mais vraiment sévèrement, et qui est un exemple. Mais on ne peut pas dédouaner le gouvernement. Je m'y refuse. C'est pas normal. Alors, on a des auditeurs en ligne avec nous. Nadia est en ligne. Bonjour Nadia. Bonjour. Oui, je me posais des questions sur justement les équipements, la pénurie future et le fait qu'il y a des équipements qui apparemment sont disponibles sur Internet. Je ne vais pas dire le type d'équipements qui sont disponibles, mais du coup, je me posais la question de la réquisition de tout ce qui est vital en fait pour lutter contre la maladie. De la même manière aussi, on a évidemment des centres de type esthétique, des cliniques qui sont fermées, puisque c'est pas nécessaire de maintenir. Mais je me pose la question est-ce qu'on peut du coup réquisitionner le matériel qui se trouve dans ces cliniques ou les lits qui se trouvent. C'est déjà le cas, c'est déjà le cas. Il y a des réquisitions partout, les cliniques privées. Moi, j'ai une amie qui est enceinte, on lui a dit surtout n'accouchez pas prématurément, je n'ai pas de lit pour vous faire accoucher. Elle lui dit mais si ça se passe, non, il faut pas que ça se passe parce que même dans une clinique, il n'y a plus de lits, les médecins sont réquisitionnés et partout. Donc, non, mais même du coup les cliniques esthétiques, des types esthétiques, parce que vous avez aussi des blocs là-bas, vous avez des infirmières. Je crois qu'il y a des médecins qui ont décidé de mettre à disposition effectivement leur matériel. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Je crois qu'il y a l'armée également qui a été réquisitionnée et certains médecins militaires qui vont faire ça. Mais surtout aussi sur Internet, voilà.
Vraiment Non, de mais ça pose- tricher, en fait, tout ce qui est matériel qui est utile uniquement dans les mains d'ailleurs de personnes qui savent s'en servir, c'est-à-dire dans les hôpitaux. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que le président de la République... Oui, je ne sais pas qui veut intervenir. Merci Nadia. Il va y avoir beaucoup d'arnaques sur Internet parce que des Absolument. margoulins qui vont profiter dans la rue, mais d'Internet pour vendre des choses. Ouais. Il faut bien se rendre compte de quelque chose. Moi, je suis à Paris, donc, quand même, il y a pas mal de Parisiens qui sont restés. Moi, je suis avec 3 enfants dans mon appartement, j'avais préparé le coup. Mais quand on dit les magasins vont rester ouverts ou on va se faire livrer, mais ça implique que les gens qui travaillent dans les magasins, les boulangeries, effectivement, c'est une vraie. les livreurs puissent travailler, c'est-à-dire qu'ils ne tombent pas malades, qu'ils aient des transports qui les amènent de leur domicile, eux-mêmes, à leur lieu de travail, ils ont eux-mêmes des enfants. Donc là, je pense que commander quelque chose actuellement, ça va pas arriver en très longtemps. Et si c'est du matériel médical dont on en manque dans les hôpitaux, soit c'est du matériel qui a été volé, soit c'est un mensonge. Soit c'est oui, il y a beaucoup de faux masques, de choses comme ça, de gens qui veulent faire du business. Je vous lis des messages que je reçois. Je viens de sortir en mode, je vais prendre des photos de rue vide, je bouge en vélo, j'approche, personne à moins de 4 mètres. Eh ben, c'était pas vide du tout. Cahouette nous dit, je suis très étonnée, ma femme est arrêtée, garde notre fille à la maison, je fais du télétravail et on est sidéré de voir que la vie dans notre quartier à Montpellier semble battre son plein. File de clients partout dans les commerces, pas ou très peu de masques. C'est ce qui remonte visiblement. Visiblement, il n'y a pas de précaution. Ouais, enfin, je pense que c'est plus mélangé que ça. Je vois quand même à Paris. Paris, c'est particulier, je pense. Les gens se massent pour s'approvisionner. Mais tout ça pose quand même la question, et quand on entend parler de réquisition, ça pose une question, c'est est-ce qu'il n'est pas temps que le président de la République mette en application l'article 16 de la Constitution? Ça changerait quoi? Ça permet de faciliter l'adoption d'un certain nombre de mesures réglementaires, par exemple sur ces affaires de réquisition, par exemple sur ces affaires de maintien de l'ordre. Je pense que très vite, il y a des zones comme à Trappes où il va falloir prendre des mesures claires et limpides. Et l'article 16 va devenir, comme un peu aux États-Unis d'ailleurs, une solution à peu près inévitable, je pense. Je vois une image aussi, c'est l'agence France Presse, une centaine de personnes se pressent aux portes d'un supermarché à Saint-Denis en banlieue parisienne au lendemain de l'annonce du président de la République. Des gens qui sont massés dans une foule compacte, c'est absolument ahurissant de voir ce matin ces images. On a Roland en ligne avec nous. Bonjour Roland. Bonjour Valérie. Bonjour, on vous écoute. Bonjour à tous les auditeurs. Voilà, je souhaitais réagir à l'antenne parce que pour moi, comme pour la plupart de la population, c'est pas du tout clair cet effet de confinement. Moi, je me demande si je fais partie de la population parce qu'on nous a dit que si on fait partie de la population, on est censé avoir des droits et des devoirs. Mais là, en ce qui concerne nos droits et nos devoirs, sont plutôt des devoirs. Alors, on nous dit de ne pas sortir de chez nous, mais on peut aller travailler, on peut aller faire du sport à condition de ne côtoyer personne. On nous parle de distance de sécurité d'1 mètre. On nous dit de ne pas côtoyer de plus de 5 personnes par jour, si je dis pas n'importe quoi. De ne pas toucher de poignée de porte, etc., etc. Bon, en l'occurrence, moi je travaille dans une entreprise française du transport et de la messagerie. Je côtoie largement plus de 5 personnes par jour. Ouais. Je suis chauffeur et sur l'exploitation le soir, je touche des poignées de porte, je suis régulièrement à moins d'1 mètre de distance de certains collègues qui, eux, ne prennent pas de précautions et semblent prendre l'événement à la rigolade. En plus, il y a des cas avérés et confirmés de Covid-19 sur mon lieu de travail et aucune protection n'a été mise à disposition par la direction. Pas de gel hydroalcoolique, pas de masque, rien, aucun protocole n'a été évoqué. Et moi, je me demande si c'est bien raisonnable et est-ce qu'on peut réellement parler de confinement dans ce cas de figure. Voilà. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Nicolas ? Oui, peut-être. Nicolas Corato. Il y a plusieurs sujets. D'abord, il y a la responsabilité des employeurs qui peut être mise en cause. Et il n'est pas normal que dans les entreprises, il n'y ait pas eu de protocole. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions, pardon de vous interrompre, de nos auditeurs qui disent moi, je suis obligé d'aller travailler, il n'y a rien du tout, etc. etc. Moi, les entreprises avec qui je travaille, j'ai remarqué depuis plusieurs semaines, il y a des choses prêtes, ils ont anticipé le confinement. Il y a des choses qui ont été organisées. Deuxièmement, oui, les gens vont continuer à aller travailler. Il y a plein de gens pour qui le télétravail n'étant pas possible,
ils vont devoir effectivement continuer à travailler, mais effectivement avec un maximum de protection et de précaution. Le confinement, c'est pas l'arrêt total de l'activité économique. Sinon, effectivement, on va avoir de graves problèmes d'approvisionnement. Oui. Vos auditeurs, l'approvisionnement, c'est l'affaire de tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a largement de quoi nourrir pour plusieurs semaines le peuple français. Si le peuple français ne commence à stocker tout ce qui est dans les magasins, dans ses caves. Donc, il y a aussi une responsabilité. Allez acheter votre alimentation au jour le jour, ça marchera très bien. Et il en restera des pâtes. Hein. On ne va pas se gaver de pâtes. Non, mais, je veux dire, ce message... il faut le passer. Et moi, j'étais avec des grossistes de Rungis ce matin qui me disaient qu'à Rungis, il y avait largement de quoi faire, qu'il n'y avait pas de problème. Qu'en revanche, c'était la zizanie parce que tout le monde arrivait n'importe comment au lieu de s'organiser et qu'effectivement, les contacts étaient très étroits alors qu'ils auraient dû être beaucoup plus lointains. Donc, il faut faire passer ce message. Hein. Ça ne sert à rien d'aller vous ruer dans les magasins. Oui, absolument. Merci à tous les 4 d'être intervenus. Merci à vous, auditeurs de Sud Radio. Dans un instant, vous serez avec André Berkoff. On se retrouve, nous, demain. On sera là avec vous. On répondra peut-être à des questions sur justement l'emploi, le travail, sur les questions que vous pouvez vous poser sur votre... Parce que beaucoup, vous êtes nombreux à dire moi, mon patron, il n'a pas pris de disposition. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va suivre ça, évidemment, avec vous. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. Prenez soin de vous.